Lac d'Annecy. Minuit. L'orage gronde. Isabelle, 62 ans, le teint pâle, s'agrippe au bord d'une petite barque en bois. Le jeune batelier, Luc, 23 ans, rame d'un mouvement calme et régulier, imperturbable face au vent. La barque tangue violemment. Isabelle, paniquée, lui saisit la main. L'électricité de leur contact les électrocute tous deux. Question centrale. Que fait cette femme sophistiquée et solitaire à risquer sa vie dans un lac en pleine nuit avec ce jeune homme? Le lac d'Annecy était noir, une surface de verre brisée à minuit. Une tempête, venue des Alpes, fouettait ses eaux. Isabelle, 62 ans, les jointures blanchies, s'accrochait au bord d'une petite barque en bois. Son visage, jadis célébré dans les pages des magazines de luxe, était pâle, ses cheveux gris plaqués sur son front par la pluie. Devant elle, Luc, 23 ans, ramait. Il était l'antithèse du chaos. Ses mouvements étaient rythmés, puissants et silencieux. Le vent hurlait, mais il semblait impassible, le regard fixé sur l'obscurité qui s'étendait devant lui. La barque tanguait violemment, manquant de chavirer. Isabelle laissa échapper un cri étouffé et, par pur instinct, saisit sa main posée sur la rame. Sa peau était chaude et ferme. L'électricité de ce contact, le premier contact humain significatif qu'elle ait eu depuis des années, les bouleversa tous deux. Il cessa de ramer un instant. Leurs regards se croisèrent dans l'obscurité. Il ne voyait pas une vieille femme désespérée. Elle ne voyait pas seulement un batelier. Il percevait la même panique silencieuse. La vie d'Isabelle s'était figée. Des années auparavant, elle était le nez, la parfumeuse, la plus respectée de Paris, jusqu'au scandale. Un désastre professionnel qui, à la suite d'un AVC psychosomatique, l'avait privée de l'odorat. Elle s'était réfugiée à Annecy, dans cette élégante villa au bord du lac, et s'était enfermée sur place. Son monde, jadis une symphonie d'arômes, était devenu un vide gris et silencieux. Elle était comme figée, une morte vivante prisonnière du luxe. Les médecins disaient que c'était irréversible. Mais Isabelle s'accrochait à une conviction désespérée. Seul un choc sensoriel extrême, une terreur primale, pouvait reprogrammer son cerveau et lui rendre son don. Elle se mit à observer Luc depuis les fenêtres de sa villa, le batelier silencieux qui transportait les touristes sur les canaux, se mouvant avec une grâce fluide, presque douloureuse. Il y avait en lui une intensité, une absence qui la fascinait. Il n'appartenait pas à la ville. Il était une entité du lac. Elle l'a engagé. Sa demande était étrange. Elle ne voulait pas de promenade au coucher du soleil. Elle voulait la brume matinale, le silence oppressant de l'aube. Elle voulait le vent glacial. Et, cette nuit-là, elle voulait la tempête. Et elle a payé des sommes à faire pâlir un banquier. La folie commença. 2 ou 3 fois par semaine, on voyait Isabelle, la solitaire, descendre au quai, son manteau de prix flottant au vent, pour rencontrer le jeune batelier. Il l'emmenait au milieu du lac tumultueux, et elle restait là, les yeux fermés, le visage tourné vers le vent, essayant désespérément de ressentir l'odeur de la pluie, de l'ozone, du bois mouillé, de la peur. Annecy, petite ville élégante, bruissait de chuchotements. Les cafés au bord du canal bruissèrent de rumeurs. Le vieux parfumeur, fou de solitude, payait pour avoir de la compagnie. Elle lui achète son temps, disaient les commerçants. Un batelier. L'insinuation était claire et grivoise. Elle payait pour la vigueur d'un jeune homme. Mais il ne pouvait pas se tromper davantage. Isabelle n'achetait pas du sexe. Elle en achetait l'intensité. La présence de Luc était le catalyseur. Il était si brut, si réservé, que sa proximité était, en elle-même, le choc qu'elle recherchait. Il accepta l'argent, mais fut profondément touché par son élégante tristesse. Il voyait au-delà des apparences. Il voyait une femme qui, comme lui, était prise au piège. Elle était la seule en ville à ne pas chercher à combler son silence par des banalités. Elle était simplement là. Et dans ses yeux, il lut une angoisse qu'il ne connaissait que trop bien. Le lien qui les unissait se tissait, non par les mots, mais par le silence partagé au cœur du danger. La folie du lac avait changé. La quête désespérée d'Isabelle pour un choc sensoriel avait cédé la place à un rituel de silence partagé. Le contrat qui les unissait n'était plus qu'une formalité oubliée. Elle ne cherchait plus seulement à gagner du temps.
Ils étaient, Don et Ril avaient du temps l'un pour l'autre. Son intensité, qu'elle avait auparavant perçue comme un outil pour sa guérison, était désormais le reflet de son propre isolement. Un après-midi, au lieu de la conduire au bateau, Luc la guida le long d'un sentier étroit et escarpé dans les montagnes qui entouraient le lac. Il ne lui dit pas où ils allaient. Après 1 heure d'ascension, il ouvrit une grille de fer grinçante, recouverte de lierre. C'était un jardin secret, les vestiges d'un monastère abandonné. L'air était lourd du parfum du thym sauvage, des roses et de la pierre humide, des senteurs qu'elle pouvait voir, sentir dans la texture de l'air, mais qu'elle ne pouvait respirer. Il était assis près d'une fontaine brisée, la contemplant. Il lui avait montré son sanctuaire. Isabelle ressentit une émotion, non pas sensorielle, mais profonde. C'était un geste de confiance absolue. En retour, l'univers lui en offrit la clé. Quelques jours plus tard, errant sans but dans les rues pavées, tard dans la nuit, Isabelle fut interpellée par une musique. Elle provenait d'un bar fermé. Ce n'était pas une radio. C'était un piano joué avec une maîtrise et une intensité bouleversantes. Elle s'approcha de la vitre embuée et jeta un coup d'œil par l'entrebâillement. C'était Luc. Seul dans l'obscurité, les yeux clos, ses doigts volaient sur les touches. La musique était complexe, un torrent de fureur et de mélancolie. Ce n'était pas le passeur silencieux. C'était un génie torturé. Elle comprit enfin son silence. Il n'avait pas besoin de mots. Son âme hurlait à travers le piano. Le lien était scellé. Elle était le nez qui ne sentait rien. Il était le musicien muet. Mais le monde extérieur ne voit pas les âmes. Il ne voit que les scandales. Les commérages dans les cafés d'Annecy s'étaient envenimés. Et ils avaient une instigatrice, Amélie Dubois. Rivale d'Isabelle depuis ses années de gloire à Paris, Amélie considérait la retraite d'Isabelle non comme une tragédie, mais comme une chute méritée. La confrontation eut lieu au marché du samedi. Amélie, impeccablement vêtue de lin blanc, barra le passage à Isabelle, qui ne portait qu'une miche de pain. La voix d'Amélie était assez forte pour que tout le monde l'entende. « Vraiment, Isabelle? Je pensais que tu ne pouvais pas tomber plus bas après Paris, mais ça... » Elle désigna d'un geste dédaigneux les quais où Luc préparait son bateau. « Ruiné. Et maintenant tu chasses des enfants? Tu abuses d'un garçon innocent qui n'a manifestement aucun moyen de se défendre? » L'accusation « abus sur un garçon innocent » frappa Isabelle de plein fouet. La foule se tut, les yeux écarquillés. Isabelle, sans un mot, fixa Amélie d'un regard vide et se retira, l'humiliation brûlant plus intensément que n'importe quelle tempête sur le lac. Elle est publiquement traquée pour un amour incompréhensible. Avez-vous déjà été jugé pour avoir suivi votre cœur? Si cela vous révolte, abonnez-vous et likez. Le secret de Luc est encore plus sombre. Activez les notifications. Le mot innocent résonnait dans l'esprit d'Isabelle. Elle se sentait protectrice. Ce soir-là, elle l'attendit au village, non pour une promenade, mais pour parler. La tension de l'humiliation publique planait entre eux. Ils semblaient plus réservés que d'habitude, conscients des regards qui les avaient suivis toute la journée. Elle était dans l'atrium, le clair de lune filtrant à travers les hautes fenêtres. « Merci, Luc, » dit-elle doucement, « pour aujourd'hui, pour ne pas... » Elle marqua une pause, ne sachant que dire. Puis elle fit un geste simple. Elle tendit la main et effleura son avant-bras, un geste de réconfort platonique, de gratitude. La réaction fut violente. Luc Retraite, c'était comme s'il avait reçu une décharge électrique. Ce n'était pas une retraite polie. C'était un recul précipité, les bras levés comme un bouclier, les yeux écarquillés d'une terreur qui n'avait rien à faire dans cette pièce, dans ce geste. Il s'écrasa contre une table, renversant un vase, et resta allongé dans un coin, haletant et tremblant. Isabelle se figea. Sa peur était palpable, animale. L'accusation d'innocence d'Amélie parut soudain naïve. C'était quelque chose de plus profond, de plus sombre. « Luc, » dit-elle d'une voix tremblante, « je t'ai seulement touché le bras. » Il était piégé, en proie à une crise d'hyperventilation. La honte envahit son visage, remplaçant la terreur. Il secoua la tête, incapable de parler. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle en s'avançant. « Ne me touchez pas !» cria-t-il. Et le son de sa voix, d'ordinaire si calme, résonna comme un coup de feu. La confession lui parvint en lambeaux. Arraché de force, il l'admit. Le secret qu'il gardait était plus précieux que son talent musical.
le mot qu'Amélie utilisait comme une arme, mais qui pour lui était une prison. Il était vierge. Mais ce n'était pas une virginité choisie, religieuse ou due à la timidité. C'était une virginité de peur. Il la regarda, l'angoisse d'un homme mûr dans les yeux. « Je ne sais pas comment », murmura-t-il, la voix brisée. « Je ne sais pas comment on me touche. Je ne sais pas comment... aimer. » La révélation planait, plus choquante que n'importe quelle tempête. L'innocence de Luc n'était pas pure. Elle était brisée. La confession de Luc planait dans la pièce, plus lourde que le silence du lac. Je ne sais pas aimer. La révélation de sa virginité terrifiée, de sa phobie du contact, n'a pas choqué Isabelle. Elle l'a éveillée. À cet instant, sa quête égoïste pour retrouver l'odorat lui parut futile, une obsession vaine. Pendant des années, elle s'était réfugiée à Annecy, victime de son passé. Mais le traumatisme de Luc était omniprésent, une cage active dont il ne pouvait s'échapper. Sa folie, jusque-là, avait été autodestructrice. À présent, elle sentait naître en elle une nouvelle forme de folie, celle du courage. Elle se rendit à son ancien studio, les orgues à parfum recouverts d'un drap, un mausolée pour sa carrière perdue. Elle n'essaya pas de le sentir. Elle n'en avait pas besoin. Elle prit un flacon de cristal vide. Elle allait créer une nouvelle formule. Une composition fondée non sur les arômes, mais sur les sensations. Le souvenir tactile de sa main sur la rame, le son hanté de son piano dans le bar clos, le parfum électrique de la peur. « Il y a un concours à Paris », lui annonça-t-elle le lendemain matin, sa voix enfin assurée après des années. « Le prix d'or. Je vais m'inscrire. » Luc la regarda, perplexe. « Mais, ton odorat, je n'ai pas besoin de lui, » dit-elle. « J'ai mes souvenirs. Et je tais-toi. » Elle le supplia. Non pas comme une cliente, mais comme une partenaire. Viens avec moi, Luc. Non pas comme mon passeur, comme mon inspiration. Annecy est ta prison. Paris peut être ta liberté. L'idée de quitter le lac, de quitter la routine qui le protégeait, l'effrayait. Mais la vue d'Isabelle, métamorphosée d'une recluse mélancolique en une guerrière, lui insuffla une lueur d'espoir. La nouvelle que la parfumeuse recluse ne se contentait pas de partir pour Paris, mais qu'elle emmènerait avec elle, le batelier innocent, fit l'effet d'une bombe dans la petite ville. Amélie Dubois répandit le venin. Enlèvement, sévices, sénilité. Mais la réaction la plus violente vint d'où Luc s'y attendait le moins. Une silhouette est sortie d'une élégante voiture noire, devant la villa d'Isabelle. Grande, la cinquantaine, elle portait un tailleur impeccable et austère. Madame Giroux. Luc était dans la chambre avec Isabelle, l'aidant à emballer ses bouteilles, lorsque la porte s'ouvrit. En voyant Giroux, Luc ne recula pas comme il l'avait fait avec Isabelle. Gelé, c'était une paralysie totale, comme un animal hypnotisé. « Luc, » dit Giroux d'une voix basse, calme et ferme, « tu as oublié tes devoirs. Rentre chez toi, immédiatement. » Luc fit un pas involontaire vers elle. « Il n'est pas votre propriété, » dit Isabelle en se plaçant entre eux. Madame Giroux finit par poser son regard sur Isabelle, la toisant avec un mépris glacial. « Ah, la fameuse Isabelle, le nez cassé. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. C'est un adulte, » rétorqua Isabelle. Giroux s'avança, empiétant sur l'espace personnel d'Isabelle. « C'est mon protégé, » siffla-t-elle. « Et toi, tu aurais mieux fait de rester dans ta tombe. » La menace était claire. « Je sais ce qui s'est passé à Paris, » murmura Giroux, savourant chaque mot. « Je suis au courant du scandale qui, vraiment, il vous a privé de votre odorat. La formule que vous auriez soi-disant volée, le laboratoire a brûlé. Le jeune assistant s'est suicidé à cause de vous. » Isabelle sentit le sang se retirer de son visage. C'était son secret le plus sombre, l'arme dont sa rivale Amélie ne faisait que soupçonner l'existence, mais que Giroux connaissait. « Ils n'ont jamais rien prouvé, » murmura Isabelle. « Ils n'en avaient pas besoin, » sourit Giroux. « Le doute a suffi à te briser. Rends-moi, Luc, ou je ferai en sorte que, cette fois, le doute devienne réalité. J'anéantirai ce qui reste de ton nom. » C'était l'ultimatum, le point de non-retour. Isabelle regarda la femme qui menaçait de la détruire avec son passé. Puis elle regarda Luc, l'homme qu'elle devait sauver pour avoir un avenir. La peur dans ses yeux était la même qu'elle ressentait. D'une main tremblante,
Isabelle prit son sac. Elle en sortit le petit écrin de velours contenant sa nouvelle formule. Elle s'approcha de Luc, croisant Giroux. Elle lui prit la main. Cette fois, il ne recula pas. Il se cramponna à elle. « Madame Giroux a raison », dit Isabelle, sa voix claire résonnant dans la pièce silencieuse. « J'ai fui Paris parce que j'avais peur. Je ne fuirai plus. » Tirant Luc par la main, elle franchit la porte, laissant Giroux fou de rage. Ils ne marchèrent pas, ils coururent. Ils montèrent dans la vieille voiture d'Isabelle, qui n'avait pas démarré depuis des années. Le moteur toussa, protesta, puis rugit jusqu'à démarrer. Ils quittèrent Annecy à toute vitesse, laissant derrière eux le lac, les chuchotements et une Madame Giroux furieuse à l'entrée du village, déjà en train de composer un numéro sur son téléphone. Ils ont tout risqué pour s'échapper. Pensez-vous que leur amour survivra à Paris? Abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer des prochains épisodes de Madame Giroux. Paris n'était pas synonyme de liberté. C'était une cage plus grande et plus bruyante. L'hôtel était luxueux, mais la suite était étouffante. Le concours du prix d'or avait lieu dans moins de 24 heures, et Isabelle, pour la première fois depuis des jours, ressentit les picotements d'une vieille angoisse. Son flacon, contenant sa nouvelle formule silencieuse, était froid entre ses mains. Mais sa panique professionnelle n'était rien comparée à ce qui arrivait à Luc. Il était paralysé. Depuis qu'ils étaient sortis de la voiture, il avait à peine prononcé un mot. La fuite d'Annecy ne l'avait pas libéré. Elle l'avait seulement déraciné. Il passait des heures assis près de la fenêtre, à regarder la circulation parisienne, le corps raide, les mains crispées sur les genoux. Le piano à queue du bar de l'hôtel restait intact. Il était physiquement présent, mais son esprit était encore à Annecy, prisonnier de l'emprise de Madame Giroux. Elle n'avait même pas besoin d'être là. Son emprise était un fantôme qui les avait suivis tout au long de l'autoroute. Isabelle a tout essayé. La gentillesse, l'espace, la nourriture. Rien n'y a fait. Son inspiration, le catalyseur de son courage, s'estompait. La veille de la compétition, la frustration et la peur d'Isabelle étaient à leur comble. Elle avait besoin de réponses. Elle s'assit en face de lui cachant la vue de la rue. « Luc, parle-moi. » Silence. « Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Qu'est-ce qu'elle a dit pour te briser comme ça ?» Il secoua simplement la tête, le regard absent. « C'est à cause d'elle, n'est-ce pas ?» insista Isabelle d'une voix plus dure. « La menace qu'elle a proférée à propos de mon passé, à propos de l'incendie. » En entendant le mot « feu », Luc hésita. Un frisson le parcourut. Il la fixa du regard, et pour la première fois, elle vit une véritable terreur dans ses yeux. « Elle m'a dit que le monde était impur », murmura-t-il d'une voix rauque, usée par le temps. « Que les gens me toucheraient, me corrompraient, saliraient ma musique. » Isabelle fronça les sourcils. « Sale? Elle m'a trouvé quand j'avais 15 ans, » poursuivit-il, les mots jaillissant comme une confession fiévreuse. « Elle m'a entendu jouer dans l'église du village. Elle m'a dit que mon talent était pur, qu'elle me protégerait. » Il expliqua. Madame Giroux n'était ni une mère ni une tante. C'était une protectrice, une tutrice. Elle l'emmena dans sa maison isolée près des montagnes, loin d'Annecy. Elle contrôlait ses études, ses livres, sa nourriture. Il n'avait pas le droit d'avoir d'amis, et surtout aucune intimité. Elle m'a convaincu, dit-il, la honte lui brûlant le visage, que l'amour physique, ce contact, était une maladie, une faiblesse qui tuait le véritable art, que si je cédais, je deviendrais ordinaire, comme tout le monde. La vérité choquante frappa Isabelle de plein fouet. La virginité de Luc, sa phobie du contact, n'était ni un accident ni de la timidité. C'était une prison psychologique, méthodiquement construite pendant 8 ans. Mais pourquoi? Isabelle était horrifiée. Pourquoi te garder, comme ça? À quoi bon le talent pur? Pour lui, cracha Luc, et Isabelle, surprise d'entendre une telle haine, eut un hoquet de surprise. Pour sa vengeance. Vengeance contre qui? Bastien Chevalier, dit Luc. Isabelle eut l'impression que le sol de l'hôtel avait disparu. L'air lui manquait. Bastien Chevalier, le pianiste le plus célèbre de France. Un nom qu'elle n'avait pas entendu depuis 10 ans. Luc a vu sa réaction. Tu le connais? Isabelle se leva en titubant. Elle se dirigea vers la fenêtre, l'esprit tourmenté, replongeant dans le passé, vers la fumée, les cendres, la trahison.
Elle l'aimait, dit Luc, brisant son silence stupéfait. Il y a des décennies, elle était sa protégée. Il l'a abandonnée, humiliée, et lui a volé sa carrière. Toute ma vie, mon talent, n'était qu'une arme qu'elle forgeait. Elle me gardait pur pour qu'un jour je puisse le détruire sur scène, pour prouver que son art pur était supérieur à son art corrompu. Isabelle se retourna lentement. La vérité ultime, le lien qui les unissait tous apparut enfin. « Je ne le connais pas seulement, Luc », dit-elle d'une voix creuse et sans vie. « C'est un scandale. » Elle a révélé sa propre vérité. Bastien Chevalier n'était pas seulement impliqué dans l'incendie qui a détruit sa carrière. Il était l'incendie. Il était son amant à l'époque. Le jeune assistant mort au laboratoire, celui dont Giroux laissait entendre qu'il s'était suicidé à cause d'elle. Il ne s'est pas suicidé. L'assistant l'a découvert, murmura Isabelle, la douleur toujours aussi vive. Il a découvert que Bastien volait mes formules pour les revendre. Il l'a confronté au labo. Il y a eu une bagarre. Les produits chimiques, l'incendie... Luc écouta, horrifié. Bastien s'est enfui, poursuivit Isabelle. Il m'a accusé. Il a dit à la police que j'étais déséquilibré, que j'avais allumé l'incendie pour détruire les preuves dans notre affaire. La presse m'a détruite. Le traumatisme, l'odeur des fumées chimiques, la trahison, c'est ce qui m'a fait perdre l'odorat. Dans la suite silencieuse, elles se fixèrent du regard. La vérité, aussi choquante soit-elle, était enfin révélée. Leur passé n'était pas seulement parallèle. Ils étaient intimement liés par un même homme. L'ennemi de Madame Giroux était l'ennemi d'Isabelle. Et Luc, le jeune homme vierge, était l'instrument vivant, créé par l'une pour anéantir l'autre. La suite d'hôtels était comme suspendue dans les airs. Un silence pesant s'y installait. La révélation planait entre eux, reliant leur traumatisme à un seul nom. Bastien Chevalier. Luc contempla ses mains, comme s'il les voyait pour la première fois. Des mains que Madame Giroux avait façonnées, entraînées et maintenues pures pendant près de 10 ans, non par amour de l'art, mais comme une dague vivante, forgée pour un unique acte de vengeance. Isabelle regarda le flacon qu'elle tenait à la main, son parfum silencieux, né de la douleur que ce même homme lui avait infligée. La compétition, dit Isabelle d'une voix ferme, brisant le silence. C'est demain. Il sera là, affirma Luc, sans poser la question. Il fait partie du comité d'honneur, a-t-elle confirmé. L'invité principal. Luc finit par comprendre. Le Sprix d'or n'était pas le but de Giroux, c'était la scène, le lieu de l'exécution publique de Bastien. Elle l'avait préparé toute sa vie pour ce moment, pour usurper la scène et humilier Bastien avec le talent pur que Bastien lui-même, dans sa corruption, lui avait abandonné. Elle s'attend à ce que j'y aille, dit Luc. Quoi toi? Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda Isabelle. La nuit fut longue. On ne dormit pas. Un silence régnait. Une préparation au combat. Le salon du Prix d'Or était somptueux. Un océan de soie noire, de cristal et de murmures prétentieux. Isabelle entra, ignorant les regards de ses anciennes rivales. Elle trouva une place au fond, sa petite bouteille anonyme fermement serrée dans sa main. Sur scène, Bastien Chevalier, plus âgé, charmant et aux cheveux argentés, dissertait sur l'intégrité de l'art. Isabelle l'aperçut alors. De l'autre côté de la salle, près de l'entrée principale, se tenait Madame Giroux. Elle semblait figée comme une statue de glace, les yeux rivés sur la scène, dans l'attente. Un piano à queue trônait dans un coin de la scène, destiné à la musique d'ambiance. Lorsque Bastien eut terminé son discours, et que les juges commencèrent à délibérer, la musique de fond ne se lança pas. C'est alors que Luc surgit de l'ombre. Il ne portait pas le smoking que Giroux avait acheté. Il était vêtu des vêtements simples qu'il avait rapportés d'Annecy. Madame Giroux se raidit, un sourire triomphant se dessinant sur ses lèvres. Son heure était venue. Bastien Chevalier haussa un sourcil, agacé par cette interruption inopinée. Luc s'approcha du piano. Il ne regarda ni Bastien ni Giroux. Son regard parcourut la foule sombre jusqu'à croiser celui d'Isabelle. Il lui adressa un léger signe de tête, presque imperceptible. Il s'assit. Et il joua. Ce n'était pas cette vengeance froide et technique que Giroux l'avait forcé à perfectionner. C'était la musique du bar fermé d'Annecy, la musique de son âme. Elle commença doucement, la mélodie hantée de sa solitude, puis grandit, un torrent de fureur contenue, de douleur, et enfin, de libération.
Un silence absolu s'installa dans la pièce. C'était un talent qu'on n'avait pas entendu depuis des générations. Isabelle regardait, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Elle assistait à un miracle. Non pas la musique, mais l'homme. Il se libérait, note après note, sous les yeux de ses bourreaux. Madame Giroux était livide. Son visage, jadis triomphant, se tordit d'incrédulité et de fureur. Ce n'était pas sa vengeance. C'était sa déclaration d'indépendance. Son arme vivante avait repris conscience et refusait de faire feu. Elle se retourna et quitta la pièce. Vaincu. Bastien Chevalier observait, son irritation cédant la place à une reconnaissance gênante, voire à de la peur, en voyant un talent si brut et honnête exposer sa propre tromperie. La musique atteignit son apogée. À cet instant précis, tandis que l'âme de Luc emplissait l'air, Isabelle, d'un geste nerveux, porta la bouteille à son nez, une habitude inutile, et elle le renifla. Elle cessa de respirer. Ce n'était pas un souvenir, c'était réel. L'odeur d'ozone de l'orage sur le lac, l'odeur minérale des pierres du monastère, le parfum fantomatique de la lavande sauvage, son parfum, sa création. Elle inspira profondément, l'air emplissant ses poumons pour la première fois depuis 10 ans. Le son de son éjaculation avait libéré ses sens. Lorsque la dernière note de Luc s'éteignit, le silence dura une seconde avant d'exploser en applaudissements assourdissants. Luc se leva. Il ignora la scène, ignora Bastien, et descendit les marches, traversant l'allée jusqu'au fond de la salle vers Isabelle. Il s'arrêta devant elle. Elle était là, le visage baigné de larmes, serrant la bouteille contre elle. « C'est magnifique », murmura-t-elle d'une voix tremblante. Il pensait qu'elle parlait de la musique. « Non », dit-elle en riant et en pleurant à la fois. Elle tendit son poignet, là où elle avait appliqué le parfum. « Je le sens. Luc, je le sens. » Il la regarda, et pour la première fois la peur dans ses yeux disparut complètement, remplacée par une profonde admiration. Des mois plus tard, le jardin secret surplombant Annecy. L'air était chaud et estival. Un piano, le sien, acheté grâce à l'argent de son premier contrat d'enregistrement, trônait à l'ombre d'un vieil olivier. Luc composait, non plus avec la fureur d'autrefois, mais avec une joie profonde et complexe. Isabelle était assise à une table voisine, entourée de pétales, de racines et de bocaux. Elle travaillait, broyant des herbes, ses gestes calmes et assurés. Le nez était de retour. Il cessa de la toucher et s'approcha d'elle. Elle lui tendit la main, qu'il prit sans hésiter. Le contact, devenu naturel, était un langage à part entière. Leur histoire d'amour n'était pas la passion fiévreuse des rumeurs, mais quelque chose de bien plus rare. L'union de deux âmes qui s'étaient mutuellement libérées. La vérité bouleversante ne résidait pas dans l'innocence de son corps, mais dans le courage de leurs âmes. Qu'avez-vous pensé de cette vérité? Partagez-la avec quelqu'un qui comprend les liens profonds et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres mystères. Des mois plus tard, le jardin secret d'Annecy. Luc compose au piano, désormais sien. Isabelle est à ses côtés, broyant des pétales. Leur romance est atypique, mais une profonde union de deux âmes apaisées. La vérité choquante n'avait rien à voir avec le sexe, mais avec le pouvoir de l'emprise et le courage de s'en libérer. Message final. La véritable intimité ne concerne pas le corps, mais la libération mutuelle. Qu'avez-vous pensé de cette vérité? Partagez-la avec quelqu'un qui comprend les liens profonds et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres mystères.